Bonjour, ici Luc Gosselin de Revenu de base Québec. Très heureux de vous savoir là sur Facebook pour rencontrer des gens qui parlent français à travers le monde et qui s'intéressent aux revenus de base. Alors, il y a des gens de Turquie, du Brésil, des États-Unis, de France, deux de France. C'est normal, on parle français ici, mais aussi Ralph de Suisse qui vient d'arriver. Bonjour Ralph. Salut. Alors, merci d'être là. Et puis, je rappelle à ceux qui nous écoutent à Québec, c'est qu'au Québec, c'est qu'il y a un groupe international qui se réunit justement autour d'un Turc, Ali, toutes les 2 semaines. Et puis, l'idée est née là, ben, on se parle anglais évidemment, parce qu'il y a des gens d'Islande jusqu'en Nouvelle-Zélande, et de Turquie jusqu'en Inde, et puis en passant par les Amériques, bien sûr. Alors, donc, on parle anglais là-dessus. Mais c'est important qu'on se parle du revenu de base en français. Et il y a quand même des gens à travers le monde, ailleurs qu'en France et en Suisse et au Québec, qui parlent français. On a 3 illustrations ici. Donc, Ilhami de Turquie, Lena du Brésil et Peter qui est des États-Unis, mais aussi qui a un pied au Brésil aussi. Alors, donc, ça fait avec Ralph et Denis Consigny, qui sont des francophones aussi d'Europe, et Nicole Téqué de France, bien, on a quand même une belle représentation de ce qui se passe au monde. Alors, c'est ça qui va se passer maintenant. On va parler en français, une rare fois, de revenus de base d'un point de vue international. Et alors, donc, merci beaucoup, beaucoup à vous d'être là. Et puis, on va, sans plus tarder, commencer avec Ilhami. Un détail technique, quand vous voyez un carton jaune comme ça, mes amis, ça veut dire qu'il vous reste 2 minutes. OK? Et puis quand vous voyez un carton rouge, c'est parce qu'il vous reste 1 minute seulement. Alors, donc, pour qu'on se tienne quand même dans le temps et surtout pour donner le temps pendant à peu près 20 minutes de se parler que vous parliez entre vous un peu, donc un échange plus informel et qu'on puisse accueillir les questions, les commentaires qui seraient venus sur Facebook. Alors, c'est comme ça que ça va se passer. Et puis, pendant que ces échanges-là, c'est Nicole Téqué de France, qui a accepté de faire l'animation à ma place pour que je puisse à l'aise aller sur Facebook, recueillir les commentaires, les questions qui seront posées. Alors, Ilhami, à vous de commencer. Bonjour. Un peu plus fort, Ilhami. Bonjour. Mais je dois partager mon écran. Alors, si vous me permettez, s'il vous plaît, Oui, oui, je vais faire ça. est-ce que c'est bon? Euh, voyons, un petit moment, Voilà. un petit moment. Est-ce que normalement vous pouvez maintenant, non? Probablement, oui. Est-ce que c'est bon maintenant? Vous voyez mon écran? Est-ce que... Un petit moment, j'ai juste un petit ça va. Normalement, vous pouvez maintenant, les amis. Bon, alors, un instant. On entend une sirène, oui. C'est pas moi qui sonne. Non, ça va là. Mais vous pouvez partager normalement maintenant. OK, entendu. Est-ce que c'est bon? Oui, ça commence, ça commence. C'est bien. Merci. Un instant. Voilà, c'est meilleur. Bonjour, mon nom c'est Ilham Yacoub. Je suis vice-président de l'association de revenus de base. J'habite Istanbul et puis je suis personnellement un peu nouveau dans le mouvement, mais je le supporte de tout mon cœur. Ici, chez nous, le mouvement a commencé fin de, disons, 2015, début 2016, et l'objectif c'était les citoyens. Les citoyens, nous voulons qu'ils ont une indépendance économique pour une démocratie saine. Parce que nous pensons que la démocratie, ça dépend euh,
sur l'indépendance des individus. Nous avons 3 plateformes ici de communication et une association officielle que nous avons fondée le 2019. Il s'appelle Evrensel Temel Gidiyor, c'est-à-dire le revenu de base. C'est notre symbole. Alors, nous avons fait un premier congrès le mois de mai. On a dépensé une journée complète avec 9 panels, 11 heures et 9 dimensions sur le revenu de base. Et nous avons reçu 44 panélistes dans différents domaines. C'était alors les problèmes et les attentes sur le revenu de base, normalement, mais nous avons partagé avec les ONG, nous avons partagé avec les sociétés et la science, nous avons partagé avec le monde des affaires, nous avons partagé avec le monde du travail, ce que ça veut dire le revenu de base, ce que ça signifie, le revenu de base pour le monde du travail, surtout, et pour l'économie, pour la foi. Peut-être pour la première fois, c'était la foi était discutée dans un congrès de revenu de base. Et puis, le média était là, et les politiciens, certains hommes de la politique étaient là, et les femmes, bon, naturellement, étaient là. C'était très, très intéressant, et il a reçu, le congrès a reçu de très bonnes réactions, surtout de la presse. Et puis, on a fait une campagne de signature au passé. Il y aura une autre campagne qui va commencer le 25 septembre. Et on va inviter les partis politiques et les ONG à intégrer le revenu de base dans leur programme. Le cible, c'est des dizaines de milliers de fondations, parce qu'il y en a beaucoup entre les fondations, des associations, et puis plus de 80 partis politiques sont visés pour partager notre but. Alors, c'était l'année dernière, on a fait certains... on a organisé certains événements sur le domaine public, surtout sur les rues d'Istanbul. Vous voyez Ali probablement en squat dans la photo. Et c'était très intéressant, alors, parce que nous avons eu un captage de télévision, et puis tout le monde a parlé à propos de son message, de ce qu'il comprend de revenu de base. On a enregistré tout ça, et puis on a demandé au peuple ce qu'il pense. C'était très, très intéressant. Alors, parfois on a parlé avec les passants, parfois on a parlé avec les membres de l'association. Et puis, ce sont des coupures de la presse turque, avec naturellement Ali qui parle dans un mégaphone. Là, alors, naturellement, on a des problèmes de communication, de communication de l'idée, de la philosophie, de la stratégie. Et puis, comme partout dans le monde, on rencontre des obstacles, des obstructions de différentes, disons, dimensions ou bien qualités. Donc, mais nous sommes très, très vigilants à propos de la pénétration, de la propagation de l'idée, et ça continue parce que nous pensons qu'on a largement besoin de revenus de base. On avait commencé une campagne avec le change.org, alors c'est bien entendu, et puis on va faire une nouvelle
prochainement. Nous sommes aussi actifs avec nos collègues en Europe parce que il y a non seulement des Turcs qui sont citoyens des pays européens en Europe et qui vont bénéficier de revenus de base. Aussi, ils ont des parents en Turquie qui vont en bénéficier. Donc, ce sont des coupures toujours de la presse turque. Il y a une centaine de coupures, mais j'ai choisi quelques coupures pour vous montrer. Alors, c'était un panel du Congrès. Il y a des académiciens toujours qui étaient là. Et c'était aussi une coupure du Congrès. Long story short, comme il dit en anglais, nous sommes dans la presse électronique, toujours, avec Ali qui apparaît en TV. Et puis, avec des webinaires en différentes occasions. Je vous... alors, et nos activités ont attiré l'attention des anciens de London School of Economics. On a fait un petit webinaire avec eux. Et merci, Luc, pour vos efforts. C'était très, très intéressant pour nous parler ici, dans ce milieu. Et merci les amis à travers le monde pour votre attention et merci pour la solidarité mondiale pour le revenu de base. Merci, très bien. Merci grandement, Ilhami. Alors, donc, on va passer maintenant à un pays francophone complètement, plus que francophone, un pays français. On va passer à Denis Consigny qui va nous parler de l'AR, l'association, le I, tiens, pourquoi donc, Denis? Votre micro. Oui, l'association pour l'instauration du revenu de l'existence. Oui, c'est ça. Alors, l'instauration n'est peut-être pas pour demain matin, mais on y travaille. Très bien. D'ailleurs, juste un petit mot, c'est que c'est une association qui a été fondée par Yolande Besson. Tout à fait. Il y a plusieurs années, quand même. Et que Yolande Besson était l'un des initiateurs, un des premiers à participer au bien, le Basic Income Earth Network. Tout à fait. Alors, donc, il y a des racines profondes. Alors, Denis Consigny, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe à l'AIR? Et puis, je pense qu'il y a un grand projet particulièrement intéressant chez vous, là, avec vous. Oui. Alors, bon, l'AIR est donc un think tank qui a été créé à la fin du siècle dernier par des universitaires, dont Yolande Besson, André Gors, et qui a eu, par exemple, le soutien de Lionel Stoléru, qui s'était beaucoup impliqué. Et le constat de départ, c'est presque l'étonnante complexité du système de prélèvement et de redistribution français. Ce constat a d'ailleurs été récemment confirmé par le président Macron qui a dit on dépense un pognon de dingue dans les aides sociales, mais finalement les gens qui tombent pauvres restent pauvres. Et malgré tout cet argent dépensé, on n'arrive pas à s'en sortir. Donc, après avoir analysé d'une façon la plus scientifique et la plus objective possible le système français, et conclu à son extraordinaire complexité, avec notamment pour les aides sociales des grands trous dans la raquette, comme le fait que pratiquement 30% des bénéficiaires du RSA ne le touchent pas parce qu'ils ne le réclament pas, qu'ils ne savent pas comment le réclamer ou qu'ils ont la peur d'être stigmatisés, et bien finalement les choses restent en l'état et les inégalités en France ont plutôt tendance à s'accroître. Certains comparent même d'ailleurs les inégalités dans la société à l'entropie dans l'univers, c'est-à-dire qu'elle est constamment croissante et qu'il semblerait qu'il y ait un deuxième principe qui soit inéluctable.
Alors, pour lutter contre ça, je vais essayer de passer donc sur mon écran. Je voudrais juste vous montrer où est-ce que j'étais. Je vais juste vous montrer une droite, mais je ne l'ai pas là. En fait, la démarche de l'air, c'est surtout de dire qu'on aurait intérêt à tracer des droites, parce que, aussi paradoxal que cela paraisse, le revenu universel, les riches et les classes moyennes le touchent déjà. Et donc, en proposant un impôt négatif, 500 € par mois et par personne, qui se substituerait finalement au RSA, on aurait déjà un grand pas vers l'égalité. Et ça, cette démarche-là, c'est le concept d'impôt négatif tel que l'a formulé Marc de Basquiat, qui est donc le président de l'AIRE. Ce qui est intéressant, c'est que ça a des échos dans la société française, mais ça en a aussi en Corse. Et que dans le peu de temps qui m'est imparti, je voudrais vraiment vous parler de leur expérience corse, parce qu'il s'est passé quelque chose de très important au mois d'avril. L'Assemblée corse a voté à l'unanimité en faveur d'un revenu universel qui bénéficierait à toute la population. Et ce revenu universel d'à peu près 500 € par an serait vraiment un changement de paradigme pour non seulement la société corse, mais aussi ses relations avec le continent et avec l'Europe. Parce qu'il se trouve qu'il pourrait pratiquement boucler l'opération, c'est-à-dire distribuer 500 € par mois et par résident sur leurs fonds propres et sur la fiscalité insulaire. Il manquerait juste la modique somme de 190 millions. Et 190 millions, c'est assez peu. Ça pourrait soit être abondé par la métropole pour finalement permettre que l'expérience eut lieu, soit être versé par l'Europe, parce que l'Europe aussi a intérêt à valider ou pas cette expérience, soit même généré par la Corse sur ses ressources propres et notamment à travers, par exemple, une taxe sur les résidences secondaires. Puisque l'un des problèmes de la Corse, où 20,5% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, contre seulement 14, enfin seulement entre guillemets 14% en France, l'un des problèmes de la Corse, c'est que eh bien, le logement est devenu quasiment inaccessible. Et donc, ils ont calculé que s'ils taxaient 1 € par jour et par lit les résidences secondaires, ils pourraient, par exemple, boucler complètement l'opération et distribuer un revenu d'existence à tous les Corses sans aucune condition, sans aucune contrepartie. Ça ne changerait pas beaucoup par rapport au montant du RSA, mais comme ce serait inconditionnel, ça ferait une grosse évolution dans le mode de fonctionnement de la société. Voilà ce que je voulais vous dire. Je n'ai pas pu passer mon fond d'écran, je m'en excuse. C'est beau. Merci beaucoup, Denis. On en apprendra peut-être un tout petit peu plus pendant l'échange. Et puis, au tour de Ralph Gundig de Suisse, de nous parler de ce qui se passe en Suisse, où je crois se prépare un nouveau référendum. En tout cas, bon, quelles sont les nouvelles venant de Suisse, Ralph? Bonjour à toutes et à tous. Je rappelle simplement pour ceux qui ne me connaissent pas que je suis le président de l'association Bien Suisse, qui a un réseau dans toute la Suisse et qui font donc bien sûr la promotion du revenu de base inconditionnel. Les nouvelles, bon, actuellement, vous savez donc, on a une initiative populaire qui a été votée en 2016 et qui est arrivée avec au résultat que presque un quart de la population s'est prononcée en faveur du revenu de base. Ce qui est en fait considéré par les observateurs politiques chez nous comme un très bon résultat parce que c'était une idée complètement hors sol qui était soutenue par aucun parti sauf les Verts dans le Finish.
et puis avec la disparité des moyens, et sachant qu'en général, les initiatives populaires vraiment citoyennes sont presque toujours rejetées. Et maintenant, l'eau a coulé sur les ponts et il est évidemment question d'une nouvelle initiative populaire. Entre-temps, les différents réseaux du revenu de base en Suisse ont fait des promotions au niveau des législatifs et exécutifs cantonaux. Et il y a actuellement 3 projets d'expérience pilote qui sont déposés dans 3 cantons et 3 villes de Lausanne. J'ai travaillé personnellement avec le Parti vert à Genève pour élaborer la motion pour l'expérience pilote à Genève. Et nous étions vraiment sur la même longueur d'onde. Nous pensons, d'une manière générale, que les expériences pilotes dans les pays développés, les résultats ne sont pas probants parce que, par définition, le revenu de base n'est pas limité dans le temps, ni avec, avec le groupe de population. Et une expérience pilote, au contraire, est très limitée. Et donc, les comportements ne sont pas vraiment significatifs. Et on arrive facilement à des résultats qui sont même contradictoires avec ceux qui sont escomptés. Par contre, nous faisons la promotion des expériences pilotes parce que nous pensons que c'est une occasion excellente pour faire parler de revenus de base, autant au niveau des médias, au niveau des partis politiques et de la population. L'association Bien a aussi fait la promotion d'une proposition dans le canton de Valais, une proposition collective pour introduire le revenu de base inconditionnel dans la nouvelle constitution du Valais. Et les travaux ont été achevés et en fait, il n'a pas été retenu, mais il y a eu un rapport de minorité et de nouveau, ça a permis de faire de la publicité. Alors, pour revenir à nos projets de nouvelles initiatives, RBI, comme on l'appelle, le retour vers le futur. Donc, chez nous, on dit RBI parce qu'on dit bien revenu de base inconditionnel. Eh bien, nous sommes en train de travailler sur un nouveau texte législatif en tenant compte des observations et des critiques ou des réserves qui ont été formulées lors de la première initiative. En particulier, les questions qui ont été posées étaient les principales, étaient comment financer le RBI, est-ce que ça n'allait pas induire l'oisiveté chez ceux qui le recevaient? Et la gauche en particulier, une grande partie de la gauche était opposée parce qu'elle craignait qu'avec l'introduction du RBI, on aboutisse à un démantèlement social, c'est-à-dire qu'en compensation, on réduise, on élimine toute une série de prestations sociales. Et il y a aussi la question de l'immigration et des frontaliers, parce qu'on est un pays entouré par beaucoup d'autres pays et il y a beaucoup de travailleurs frontaliers. Donc, toutes ces questions étaient un peu ouvertes parce que la première initiative était une initiative vraiment de principe qui se résumait en 3 phrases et qui ne définissait rien de plus. Alors, aujourd'hui, nous souhaitons proposer un texte législatif qui soit inclusif avec les questions qui ont été posées lors de la première initiative pour leur apporter une réponse autant cela soit-il possible. Pour la question du financement, nous travaillons avec un économiste qui fait partie de notre réseau, M. Martino Rossi, qui propose en fait un prélèvement au niveau de la production richesse de l'activité, c'est-à-dire au niveau des entreprises qui permettent de financer le RBI. Attendez, je vais me déplacer parce qu'il y a des bruits de sirène. Et il y a une chose que je voudrais quand même faire remarquer, c'est que dans tous les débats qu'il y a sur le revenu de base inconditionnel, il y a un aspect qui est souvent très mal compris, c'est-à-dire qu'on parle souvent du revenu de base, mais on ne comprend pas son aspect inconditionnalité, alors que l'inconditionnalité est vraiment ce qui, à notre avis, est la nouveauté. Et donc, pour nous, maintenant, ce qui est vraiment important, c'est d'arriver à communiquer à la population la différence entre un revenu de base inconditionnel, qui est un changement économique profond, d'un revenu de base non conditionnel qui correspond finalement à une prestation sociale qui viendrait seulement en cas de défaut d'emploi ou défaut de fortune. Donc, c'est à peu près à ce niveau-là que sont les débats. Alors, il ne me reste plus qu'à vous remercier beaucoup pour votre écoute. Et puis, je salue tous les membres des réseaux internationaux et en particulier francophones, vu que pour une fois, nous sommes en francophonie. Merci beaucoup, Raph. Alors, donc, on va passer au Brésil maintenant avec Lena Lavinas.
il y a quand même eu des choses intéressantes dans le passé, là, avec la Bolsa Familia et tout ça, puis les évolutions récentes. En tout cas, bon, il y a beaucoup de choses à savoir concernant le Brésil. Merci. Ah oui, le Brésil est non seulement grand, mais compliqué, encore plus compliqué que tout le reste. Bon, merci beaucoup de m'avoir invité, Luc. Je suis ravie de faire la connaissance de tous les collègues. Donc, je vais essayer de résumer très vite ce qui se passe aujourd'hui au Brésil. Donc, je suis membre du réseau brésilien de revenus de base, n'est-ce pas, qui a été récréé, encore une fois, il y a en 2019. Mais vous savez que le Brésil est une loi fédérale, donc un revenu de base en 2004, 24 heures avant que ne soit créé par le même congrès le programme Bolsa Família, qui est donc un programme, comme vous savez, de combat contre la pauvreté. D'accord? C'est donc une prestation sociale, c'est une espèce de RSA qu'on donne aux familles pauvres au Brésil, juste pour situer un peu la valeur moyenne par famille aujourd'hui est de l'ordre de 200 reais, c'est-à-dire environ 30 € par mois, 4 personnes, ok, 3,5, 4 personnes. Bon, il y a 14 millions de personnes, de familles qui en reçoivent, un nombre en dessous de la demande, parce qu'avec la crise économique qui en fait s'est installée, d'abord le coup parlementaire qu'on a eu avec le départ de Dilma Rousseff, ça s'est suivi par une profonde crise économique, 2 années de croissance négative de l'ordre de 7,5%, plus 3 années de stagnation économique, ce qui fait que depuis 5 ans, le pourcentage de pauvres a drôlement augmenté. Selon la Banque mondiale, cela correspond aujourd'hui à peu près à 50 millions de personnes, environ un quart de la population brésilienne. Et donc, il n'y a pas eu une augmentation au niveau de la couverture du Bolsa Família depuis, justement parce que nous sommes sous un gouvernement non seulement libéral, mais cela se passait déjà sous le Parti des travailleurs. Donc, nous avons des contraintes de politique d'austérité très dures. Et le Brésil, comme vous savez, depuis 2016, a institué quelque chose que l'on appelle le plafond fiscal. Et c'est un plafond qui limite pendant 20 ans de quoi que ce soit, d'accord, même s'il y a une augmentation, par exemple, des recettes fiscales, si le système de tribut, le système, comment on dit, d'imposition s'améliore, si on arrive à ramasser davantage d'impôts. Indépendamment de tout ça, le plafond fiscal ne permet pas une augmentation des dépenses publiques en termes réels. Ce qui veut dire qu'on risque d'avoir, n'est-ce pas, une chute au niveau, par exemple, des dépenses sociales qui était de l'ordre de quelque chose comme 18, 19, 20% du PIB. Ça doit chuter à quelque chose comme 12% dans les années, dans 20 ans. Donc, c'est très grave ce qu'on a comme cadre, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le débat sur le revenu citoyen, donc au Brésil, le revenu de base, il existe depuis le milieu des années 90, justement parce qu'à partir de 85 et de 88, avec une nouvelle constitution, il y a eu un grand débat au Brésil sur la nécessaire reconnaissance, n'est-ce pas, des pauvres au Brésil, qui étaient nombreux, et que jusqu'en 1988, quand on a donc adopté une nouvelle constitution citoyenne, ils n'avaient droit à absolument rien, aucune protection sociale de la part de l'État, rien. Et donc, on a petit à petit introduit, n'est-ce pas, grâce à la Constitution, l'obligation de l'État devant les pauvres, et cela a commencé non seulement à l'échelle fédérale, il y a une évolution, et donc on est arrivé au Bolsa Família, mais aussi, en ce même moment, et grâce à beaucoup d'entre nous, notamment les économistes, une fois n'est pas coutume, les économistes discutaient beaucoup l'adoption d'un revenu citoyen au Brésil, justement parce que c'est une société très inégalitaire, il n'y a rien de commun entre les gens ne partagent rien, ils ne partagent pas les hôpitaux, ils ne partagent pas l'éducation. Donc, aujourd'hui, le débat, pour en finir, à cause de la crise qui s'est aggravée davantage à cause du coronavirus, il y a un débat à nouveau puissant au Brésil, mais comme vous l'avez remarqué déjà,
où il y a une grande confusion entre ce que c'est qu'un revenu citoyen et ce que c'est qu'un revenu, disons, pour combattre la pauvreté, n'est-ce pas, une prestation sociale, un RSA qu'on doit donner déjà aux gens. Le gouvernement libéral de Bolsonaro a introduit un soutien, une prestation sociale temporaire pendant 4 mois dont la valeur était 3 fois le Bolsa Famille, et les gens ont une tendance à confondre ça avec un revenu citoyen, ce qui n'est pas le cas. Mais de toute façon, pendant ce temps-là, il n'y avait aucune conditionnalité, donc c'était un revenu inconditionnel temporaire qui doit durer jusqu'à la fin de l'année, espérant que la crise sera donc résolue. Donc, c'est pour vous dire que tous les pays un front parlementaire pour le revenu. Ce que c'est qu'un revenu de base n'est pas du tout celle qu'on discute ici, n'est-ce pas? Les partis de gauche, de droite, il y a un grand front au niveau. Ce dont on parle, c'est d'un revenu complémentaire, un revenu de base, un revenu pour ce qu'on appelle de base, c'est en fait un revenu de subsistance pour aider les plus démunis. Donc, il y a un grand débat au Brésil et on ne sait pas encore comment ça va évoluer à partir du 30 décembre quand sera finie donc la mise en place de ce revenu temporaire adopté sous le gouvernement de Bolsonaro. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Alors, on va passer à la France maintenant avec Nicole Tequet, qui est active, je le sais, depuis pas mal d'années sur ce sujet-là et qui a un peu changé d'orientation, on dirait bien, ces derniers temps. Mais de toute façon, elle peut nous parler du revenu de base de façon générale. J'aimerais qu'elle donne un petit peu des informations sur ce qui se passe en Europe de façon générale aussi, parce que je sais qu'elle est très connectée avec le reste de l'Europe. Alors, Nicole, à vous. Bonjour tout le monde et merci déjà Luc pour l'organisation de cet événement en ligne. C'est chouette de voir tout le monde. Oui, du coup, en 5 minutes, je vais essayer de résumer un peu ce qui se passe à la fois à l'échelle européenne et rapidement aussi en France et les enjeux qui en découlent avec notamment des points communs qu'on retrouve dans d'autres pays. Donc pour commencer, à l'échelle européenne, on a vu notamment depuis l'expérimentation en Finlande que le sujet du revenu de base revient dans les débats, notamment au travers de différentes initiatives qui ont commencé par des expérimentations, l'expérimentation finlandaise, puis on l'a bien vu dans d'autres pays, au Royaume-Uni, en Suisse, en Espagne, et plus récemment, ce qui a fait un peu plus de débat a été l'annonce du renouvellement, on va dire, de l'expérimentation allemande Mein Grundeinkommen, qui, en tout cas en France, a eu un écho médiatique assez important. Ce qui est aussi assez étonnant puisque c'est un projet donc, de tirage au sort qui permet de financer un revenu de base, on va dire, annuel de 1 000 € initialement, qui aujourd'hui va passer à 1 200 € sur une base de 3 ans et qui sera évalué par l'État allemand. Et donc ça commence à susciter l'intérêt médiatique en France et je pense dans d'autres pays européens notamment. Donc c'est un peu toutes ces initiatives qui émergent à l'échelle européenne et on voit aussi un nouvel essor sur le plan collectif, donc cette fois porté par le mouvement européen UBI, pour Unconditional Basic Income Europe, qui a décidé de lancer une nouvelle initiative citoyenne européenne qui sera lancée officiellement donc, le 25 septembre, si je ne me trompe pas, et qui vise à récolter plus d'1 million de signatures en Europe pour demander à la Commission européenne de se pencher plus sérieusement sur le sujet du revenu de base, éventuellement de prévoir un plan global de mise en place je ne sais pas si c'est d'expérimentation ou de réflexion, de débat, sans entrer encore dans la concrétisation dans les différents pays. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de relancer le débat à l'échelle européenne. Et donc ça, c'est une initiative qui est portée par le mouvement européen. Peut-être à l'échelle française, et je pense effectivement que ça rejoint ce qui a été dit avant, il y a 3 choses que j'ai essayé de dire assez rapidement, qu'on a pu constater en tout cas depuis le début de la crise. La première chose, c'est que le contexte de confinement et de crise qu'on a connu avec le Covid-19 a démontré que notre système de protection sociale en France comportait de nombreuses failles, puisque tout le monde n'était pas protégé de la même manière. Il
il y avait vraiment différents trous dans le filet de sécurité sociale qui faisaient que, par exemple, certaines personnes qui n'avaient pas des métiers essentiels devaient sortir travailler malgré tout et se mettre en danger parce que sinon elles ne recevaient aucun revenu et donc elles tombaient dans la précarité d'autant plus. Je pense par exemple aux livreurs à vélo, donc ces travailleurs ubérisés qui n'avaient d'autre choix que de sortir travailler, de se mettre en danger pour un métier qui n'est pas essentiel, notamment pour aller livrer des pizzas ou des burgers. Donc ça a fait pas mal de débat en France pendant le confinement. Et puis l'autre chose, c'est effectivement le côté politique qui commence aussi à voir réémerger des débats autour des expérimentations. Là, à la rentrée, il va y avoir un nouveau débat sur un projet de loi organique du gouvernement, donc du gouvernement Castex, pour simplifier les expérimentations. À l'heure actuelle, on ne sait pas trop ce que ça va donner. On ne sait pas si ça va permettre, par exemple, de financer l'expérimentation en Corse. Hein. C'est vraiment sujet de débat. Mais en tout cas, ça va réémerger dans le contexte politique. Et puis, pour terminer, sur le plan on va dire, des discussions, notamment par la société civile, on voit que ce n'est pas le revenu universel qui émerge véritablement, en tout cas comme proposition concrète, parce qu'il faut penser que là, on entre dans une période d'échéance électorale importante. L'année prochaine, on va avoir les élections départementales et régionales, puis il y aura les élections présidentielles. Donc là, tous les partis sont en train de se mettre en ordre de bataille et commencent à se préparer et à préparer leur programme. Là, on voit qu'il y a plutôt une convergence qui se tourne plutôt autour de la proposition d'un revenu minimum garanti, que nous, au sein du collectif pour un droit au revenu, on voit comme une étape intéressante vers un revenu universel, mais qui est une étape malgré tout, qui est en fait celle d'un revenu inconditionnel. Donc, Ralph tout à l'heure parlait de l'importance de l'inconditionnalité, et c'est effectivement quelque chose qui fait plutôt consensus au sein des partis de gauche notamment, et au sein de la société civile, les associations de lutte contre la précarité, les mouvements de chômeurs et de précaires, etc. Donc nous, on travaille aussi beaucoup avec tous ces collectifs-là pour apporter en fait une réponse concrète à l'urgence, et donc on voit différentes temporalités, et je terminerai par ça. On voit la temporalité de l'urgence dans le contexte de crise à laquelle un revenu inconditionnel pourrait répondre, tout en réfléchissant à plus long terme à un véritable revenu universel émancipateur, mais qui, lui, nécessiterait un temps beaucoup plus long, car un temps de démocratie pour pouvoir s'assurer en fait que le revenu universel qui émergerait serait un véritable revenu universel émancipateur et de justice sociale. Voilà, et je terminerai là pour l'instant. Merci. Merci grandement, Nicole. Très rapidement, un bon survol. Merci. Je ferais remarquer qu'il y a une nouvelle figure qui est apparue tout à l'heure. C'est Ali, le fameux Ali dont Elami a parlé et qui est apparu. Il est venu faire une petite visite. Et puis, bon, comme il ne parle qu'anglais et turc et peut-être d'autres langues, mais bon, il ne parle pas français, il nous a quittés rapidement. Mais la figure que vous avez vue, c'est Ali, le fameux Ali dont on a parlé quelques fois. On va finir cette partie-là avec Peter. Peter Knight est des États-Unis et il y a un pied au Brésil aussi. Et alors, donc, il est binational. Et puis, il a vécu un peu partout, on dirait. Mais je ne veux pas qu'il nous raconte sa vie parce qu'elle est plutôt longue. Merci, Peter, d'être là. Mais la chose que je veux mentionner, c'est qu'il va nous parler un petit peu des États-Unis, puis il va aussi nous parler d'une carte c'est une des initiatives de la rencontre internationale des UBI Advocates qui se rencontrent toutes les 2 semaines. Et Peter est responsable de ça. C'est une carte montrant les endroits au monde où il y a des mouvements pro-revenu de base. Alors, cette carte-là est intéressante en soi. Peter, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Et ensuite, vous allez nous présenter votre carte. 5 minutes seulement, Peter, parce qu'on est allé un peu long. Merci. Très bien. Alors, on m'écoute. Les 2 nouveautés principales aux États-Unis cette année, la fin de l'année passée, c'est la campagne de Andrew Yang pour la présidence qui a résulté dans sa participation en débats nationaux entre les candidats pour le Parti démocratique et la pandémie. La pandémie a augmenté, accéléré beaucoup l'intérêt dans le revenu de base parce qu'il y avait aussi un revenu pas inconditionnel, mais presque de 1 200 $ donné à la population
et pour une loi qui a passé le Congrès américain. Il y avait aussi une extension de droit de chômage, de paiement pour le chômage qui est augmenté beaucoup. Il a résulté dans une diminution de la sévérité de la crise dans le PIB aux États-Unis. Les deux choses sont très importantes. Alors, je vais montrer un peu, après la campagne de Yang, il a fondé une organisation, Humanity Forward, qui a plusieurs fonctions. Et je vais montrer un écran un peu sur ça, donner une idée. Alors, ça, c'est visible maintenant? Oui, c'est bon. Alors, ça, c'est l'écran principal du mouvement. Vous pouvez voir qu'il y a Pandemic Relief. Ça, c'est 7 millions de dollars qui a mobilisé en donations qui ont été distribuées dans un revenu émergentiel pour la pandémie. Mais peut-être la chose plus permanente, c'est les endorsements de candidats. Stop share. No, I don't want to stop sharing. Voilà, candidat. Ça, c'est visible? Non, pas maintenant. Pas maintenant. Alors, il faut refaire l'écran. Voilà. Il n'était pas possible de changer les... voilà. Un exemple, à ce moment, je crois, 23 candidats pour les législatures, plusieurs parties de la législature nationale. Par exemple, c'est Donna Imam en Texas, qui a gagné son préliminaire, candidat démocrate pour le siège 31 de Texas. Kassim Rashid, Virginie, Arizona State House. Il y a plusieurs. Il y a 23. Ça, ce type est presque garanti à gagner parce qu'il est démocrate en Californie. Alors, ce sont des gens qui ont adapté les principes de Humanity Forward qui entre eux le principal, c'est le revenu de base inconditionnel. Alors, il y a des autres choses qui passent aussi très importantes. Entre eux, il y a le Income Movement qui a organisé ces marches, qui est basé en Portland, Oregon, mais il est international maintenant. Il y a, je crois que 70 marches dans le monde, de marches virtuelles et beaucoup de marches physiques. Et aussi l'appui des candidats. Elle a fait une présentation très intéressante hier soir. Autre chose intéressante, c'est le Mayors for UBI, Guaranteed Income. Il y a plus que 40 maires des villes très importantes comme Atlanta, Los Angeles, Patterson, New Jersey, Oakland, Californie, qui ont appuyé le revenu de base et on organise des projets pilotes dans leur ville. Alors, je n'ai pas beaucoup de temps, alors je vais vous montrer maintenant la carte internationale qui est un projet de le groupe d'avocats qui est allé à organiser. Alors, c'est visible. Je suis. Encore? Voilà. C'est bon. Voilà. Ouais, c'est la carte. Il y a deux versions, mais je vais montrer le groupe de Shama Unclustered. Comme vous pouvez voir, il y a
c'est possible de voir pour le nombre des réseaux ou pour la ville. Par exemple, vamos aller nous à Montréal. Milan, Montréal. Voilà. Basic Income Montréal. On aura aussi plusieurs autres si on fait pas pour ville, mais pour pays. Canada, par exemple. Il y a plusieurs réseaux déjà indiqués. On pourra avoir plus. Il y a un endroit, un link où on peut enregistrer plus de réseaux et on doit avoir beaucoup plus la semaine prochaine. Et chacun, quand on touche avec le clic, il est donné sur le réseau appareil. Il y a une autre version que je vais montrer rapidement qui est, comment dit-on, clustered. Le nom apparaît sur le marqueur, par exemple en Afrique du Sud, celui-ci. Les autres, seulement quand on arrive à voir, voilà le réseau de coordine ici, qui c'est worldwide, mais il y a le propos, URL, email, etc. Bon, je crois que ça, j'ai pas encore le carte rouge, mais j'ai terminé. Merci grandement. Alors donc, c'est ça, c'est l'un des projets qui a été créé dans les rencontres des UBI Advocates, donc tenues par notre ami Ali. Et puis bon, c'est un work in progress, comme ils disent en chinois. Il est actualisé régulièrement. La semaine prochaine, on doit avoir beaucoup plus. Et il y a des codes que vous pouvez mettre dans un site, website qui peut avoir il y a l'URL pour ça. C'est bien ça, oui. Merci beaucoup, Peter. Alors donc, il y a eu plusieurs activités qui ont été créées autour de ça. Je vois qu'il est presque 20. Alors donc, puis je suis allé faire un petit tour sur Facebook, il n'y a pas tellement de commentaires, sauf un ami, quelqu'un que Ralph connaît bien, je pense, un collègue du bien de Suisse qui nous a fait un petit commentaire, là, gentil, mais on va passer peut-être plutôt à des échanges. Puis Nicole, je pense que je vais te décharger de la charge d'animer. Ce qui m'est venu à l'esprit en vous écoutant tous, là, et puis ça va me permettre de parler un petit peu de ce qui se passe au Québec et au Canada, c'est qu'à Revenu de base Québec, nous sommes pour un revenu universel individuel, cumulable et toute l'affaire, là. Mais nous travaillons avec des groupes au Canada, du Basic Income Canada Network, qui est pour un Basic Income Guarantee. Alors donc, c'est plus un revenu de base garanti. Un revenu minimum garanti, comme on le dit ici. Et puis, donc, il y a vraiment... et puis, la raison pour laquelle on travaille avec eux, nous, même si on est plutôt pour un revenu universel, comme aussi on travaille avec un groupe qui s'appelle UBI Works au Canada anglais, qui, lui, fait une espèce de mélange entre un revenu universel et un revenu minimum garanti. Alors, donc, la raison pour laquelle on travaille quand même avec eux, c'est un peu ce qu'a mentionné Nicole tout à l'heure, c'est-à-dire que nous avons le sentiment qu'il y a plus de chances que l'idée progresse avec un revenu minimum garanti que de tenir mordicus en ce moment et très théoriquement à un revenu universel. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'il faut garder le revenu universel comme étoile polaire. Il ne faut pas oublier que c'est la direction générale souhaitable. Alors bon, j'aimerais un peu avoir votre opinion sur ça, là, ce qui se passe. Est-ce qu'il y a cette dynamique-là dans vos pays et comment est-ce que vous voyez la chose? Alors, qui est-ce qui parle en premier? Léna? Léna, la doigt plus rapidement. Oui? Mettez votre son. Léna, votre son, s'il vous plaît. Excusez-moi, c'est la mauvaise habitude des enseignants.
Bon, écoutez, je veux revenir justement à ce qu'a dit Nicole et vous, Luc. Et je pense que d'abord, il faut savoir que dans le monde aujourd'hui, selon un rapport de la Banque mondiale, il y a 2,5 milliards de personnes qui touchent un revenu minimum payé par l'État. Okay? Donc, ce n'est plus une nouveauté, c'était une nécessité de l'expansion même du capitalisme financiarisé. Parce que pour promouvoir l'inclusion financière, qui a été le grand débat des années 2000, il fallait quand même que les gens touchent quelque chose de façon régulière, qu'il y ait un flux, n'est-ce pas, de revenus réguliers qui permettent justement que cela serve comme collatéral. Donc, le dernier rapport de la Banque mondiale qui soutient le revenu universel vient de sortir, vous l'avez peut-être vu. La Banque mondiale aujourd'hui défend le revenu universel. Okay? Payer à tout le monde, évidemment, parce que cela va permettre de ne plus rien payer, n'est-ce pas? On donne de l'argent aux gens, donc l'idée très néolibérale de liberté, mais qui n'est pas du tout associée à l'idée d'égalité, parce que c'est l'idée même fondatrice de la notion d'État social. Okay? Donc, il faut tenir ça en tête. Donc, ce que je vois se passer, et c'est ce qui se passe au Brésil, quand Lula, le président Lula, a fait le 8 janvier 2004, et le lendemain, il a fait voter le Bolsa Família et la loi du revenu universel est restée au fond d'un tiroir. On n'en a jamais parlé. Et après, tout le monde disait, et Suplicy le premier, nombreux, moi, je n'y ai jamais cru, qu'on pourrait avoir une trajectoire en partant d'un revenu minimum garanti vers un revenu universel. Une trajectoire étoile polaire qui va vraiment nous aider parce que ce sont deux au niveau du financement qui coûte infiniment plus au niveau des besoins, parce que même avec un revenu citoyen, peut-être qu'il va falloir, compte tenu des crises fréquentes du capitalisme, préserver, n'est-ce pas, des revenus minimums très localisés pour certains groupes sociaux, etc., pour compléter justement les revenus des gens. Donc, il faut faire attention parce que l'idée de l'inconditionnalité, elle est partout répandue. J'ai écrit un papier pour montrer que ces 2,5 milliards de personnes qui aujourd'hui touchent dans les pays en développement uniquement, on n'est pas en train de parler des pays développés, un revenu minimum, la plupart de ces revenus minimums sont inconditionnels. L'inconditionnalité n'est plus un problème pour le capitalisme financiarisé. C'est plus la même logique, il faut mettre les gens au travail parce qu'on a compris qu'on ne peut pas mettre tout le monde au travail. Donc moi, ce que je veux, c'est attirer l'attention que cette trajectoire, n'est-ce pas, de croire qu'on peut passer du targeted, du focalisé à l'universel, ça ne risque pas de se passer parce que la logique n'est pas la même. Et ça, c'est la compréhension classique, traditionnelle qu'ont les gens. Il faut donner de l'argent à ceux qui n'en ont pas et cela est suffisant et ça nous permet de dépenser moins, etc. Et en plus, il y a tout le truc de mettre les gens au travail. Donc, le gros problème, c'est comment on va réinventer nos sociétés. Et pour cela, il faut un processus radical de changement. Il ne faut pas penser qu'on va dans une trajectoire. Et l'exemple du Brésil, où il y a une loi qui n'a servi à rien, qui même en ce moment, où on revient au débat sur le revenu de base, le revenu citoyen, on n'a même pas été chercher ça. On est en train de rediscuter comment refaire notre filet de sécurité élémentaire parce que les gens ont besoin d'argent dans une économie de marché. Donc, je pense qu'il faut quand même voir ce qui se passe dans le monde. Et quand la Banque mondiale, le FMI, tout le monde est d'accord pour un revenu universel, il faut comprendre de quoi il s'agit. Merci. Des réactions? Alors, Denis? Oui. On a un vrai débat en France actuellement sur justement la différence entre un revenu universel et un minimum garanti. L'Observatoire des inégalités s'est récemment prononcé en disant un revenu universel, même à 500 € par mois et par personne, ça coûterait beaucoup trop cher, environ 27 milliards. Il suffirait de compléter à 900 € par mois tous les revenus existants en perfectionnant finalement les systèmes d'assistanat existants et on arriverait à donner au minimum 900 € à tout le monde, ça ne coûterait que 7 milliards.
donc ce serait plus performant. Et en fait, c'est un vrai débat qui agite la société française parce qu'effectivement, à court terme, pour diminuer la pauvreté, on peut penser que 7 milliards permettant d'assurer un minimum de 900 € à tout le monde, c'est finalement plus efficace que un truc quand même assez compliqué, assez lourd à mettre en place, qui serait le revenu d'existence et qui au départ ne pourrait a priori pas dépasser les 500 €, 550 € par mois. Mais si on y réfléchit, le gros avantage, et ce pourquoi l'AIRE se bat avec pas mal de gens, c'est vraiment l'inconditionnalité. Et ça, on a pu en voir l'importance, par exemple, à l'occasion de la crise de cette année, parce qu'avec un système de versement inconditionnel qui serait un impôt négatif, géré comme le revenu, comme le prélèvement à la source de l'impôt, eh bien, on pourrait, en cas de crise majeure, comme celle qu'on vient de vivre, et rien ne nous dit qu'on n'en vivra pas d'autres, monter instantanément ce revenu de façon à ce que les gens puissent subvenir à leurs besoins, et on pourrait même le cibler vers des achats de proximité, et on pourrait même le verser sur des comptes qui seraient en monnaie fondante pour éviter que les gens le thésaurisent, et on aurait finalement une très nette amélioration de la robustesse de la société en face des situations de crise. Donc il y a cette vraie réflexion. Le minimum garanti, il est tentant parce qu'il paraît plus efficace à court terme, mais il fait perdurer tous les systèmes d'assistanat, et on a en France un taux de non-recours au RSA, par exemple, qui est de l'ordre de 30%, c'est gigantesque. Donc vraiment l'inconditionnalité, à notre avis, ça sera plus long, ce sera plus difficile, mais c'est vraiment ce vers quoi il faut se diriger, et c'est là-dessus qu'on travaille. Merci beaucoup. Je vois qu'il est 12h27. Il reste 3 minutes. Ralph, une remarque rapide, Nicole aussi. Alors, Ralph? Oui, alors très rapidement, Bien Suisse, en fait, on s'est positionné très clairement en faveur du projet du revenu de base inconditionnel. On a d'ailleurs changé de nom récemment de notre groupe Facebook pour rajouter le mot inconditionnel. Et on est, en fait, en Suisse, un revenu minimum garanti, on connaît, il y a déjà eu à Genève. Et en fait, ça n'a absolument rien à voir pour nous avec un revenu de base inconditionnel. C'est une prestation sociale qui est un petit avantage sur l'aide sociale conventionnelle, alors que le revenu de base inconditionnel est un véritable changement économique et sociétal. Je voudrais juste rajouter pour la question du financement, nous ne sommes pas opposés à l'idée d'une introduction progressive d'un montant qui pourrait être adapté progressivement, mais nous pensons que le financement d'un revenu de base, en fait, ne coûte fondamentalement rien, parce que c'est simplement une manière de faire recirculer l'économie dont le but est de réduire les disparités de richesse. Voilà, je ne m'étendrai pas plus. Merci beaucoup. Nicole? Oui. Oui, très très rapidement, mais simplement sur la question revenu minimum garanti, revenu universel, je pense qu'il y a quand même une nuance parce que clairement, l'inconditionnalité aujourd'hui, en tout cas en France, on ne l'a pas du tout, enfin, on l'a clairement pas. Elle n'est pas suffisante, le taux de non-recours est très important, et dans le contexte d'urgence qu'on connaît aujourd'hui, c'est de pire en pire en fait. C'est pour ça que la plupart des organisations de la société civile aujourd'hui demandent un revenu inconditionnel et non pas universel, parce qu'elles pensent qu'aujourd'hui, l'urgence, c'est de toucher les personnes qui en ont le plus besoin aujourd'hui, en fait, qui sont dans la précarité et qui n'ont d'autre choix que de faire appel à ce système de protection sociale. La nuance qu'on voit justement avec ça, c'est que le revenu universel, ça s'inscrit dans un projet de société qui est totalement différent et qui s'inscrit en fait dans un projet de société post-capitaliste qui n'est pas forcément compatible avec le système capitaliste actuel. Je prends pour exemple les expérimentations très rapidement. Les expérimentations, la plupart des expérimentations qu'on a connues dans le monde, elles ont montré deux choses. La première, c'est que le revenu universel permettait, ou revenu, en tout cas une garantie de revenu, permettait d'améliorer les conditions de vie des gens. Les gens se sentent mieux, leurs conditions de santé s'améliorent, les taux de dépression baissent, etc. Mais d'un autre côté, ça montre aussi que le revenu de base ne permet pas de remettre les personnes au travail. Ça n'a pas d'impact notable sur le marché de l'emploi. Or, le système capitaliste actuel
se base sur le travail, se base sur la relance économique. Donc il y a vraiment c'est presque un aspect philosophique qu'il y a derrière le revenu universel et c'est pour ça aussi qu'on parle d'un temps beaucoup plus long pour pouvoir en débattre, pour pouvoir faire en sorte que sa mise en place soit vraiment démocratique. Le revenu minimum garanti, l'Observatoire des inégalités en France l'a chiffré, c'est 7 milliards d'euros par an. On a un plan de relance qui a été annoncé par le gouvernement français de 100 milliards. 7 milliards. 7 milliards sur 100 milliards, on pourrait très bien financer dès demain. Et on n'a rien. Pour l'instant, on n'a rien. Tout simplement parce qu'il n'y a pas la volonté politique derrière. Voilà. Merci. Ce sont des choses qui seront certainement discutées dans les semaines et presque les petits jours à venir au Canada parce que le gouvernement va avoir une nouvelle session. Et puis le mercredi 23, il va y avoir ce qu'on appelle un discours du trône dans notre système britannique. Et puis, la problématique en ce moment, ce qu'on met de l'avant, nous, les militants du revenu de base, c'est qu'il y a eu ici la PCU, la Prestation canadienne d'urgence, qui a été assez largement distribuée à la population, mais avec des trous, là. Et bien, alors, nous, on dit, s'il y avait eu un revenu de base, ben, cette distribution-là aurait été faite plus facilement, parce que plus rapidement et plus facilement et plus justement. Parce qu'il y avait plein d'exceptions dans la PCU, ça ne marchait pas. Alors, donc, notre raisonnement, c'est donc, s'il y avait eu un revenu de base, ça aurait été mieux pour instaurer une mesure d'urgence. Alors, on dit au gouvernement du Canada, de plus en plus ces dernières semaines, pensez donc à faire un revenu de base pour sortir de la crise économique dans laquelle nous a mise la pandémie. Alors donc, on discute de ça un peu de la même façon. Je vois que ça se ressemble beaucoup partout au monde. Forcément, hein, bien sûr, parce que c'est la même pandémie, puis on vit dans un système relativement pareil, relativement semblable chacun. Alors donc, mon Dieu, il faut se revoir, hein? Il faut se revoir pour parler tous en français, comme nous l'avons fait maintenant. Et puis, j'espère qu'il y aura d'autres occasions pour le faire. C'est une première que je sache. Je ne sais pas, ceux qui connaissent mieux, là, pour moi, en tout cas, c'est la première fois qu'on discute en français à l'international de revenu de base. Je vous remercie beaucoup d'y avoir participé. C'est sûr qu'il y a beaucoup de francophones à travers le monde qui sont des militants du revenu de base qui auraient pu nous joindre. C'est juste qu'on les connaît pas encore, là, mais on va finir par les connaître et avoir donc un forum plus vaste, plus nombreux. Alors, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à ça. Alors, je vais quitter tranquillement la diffusion en direct.